Dites à la cour, beaux yeux, quel est le second article de la foi? Je ne connais rien à votre culture, je le reconnais volontiers. C'est évident, il ne connaît rien à notre culture puisqu'il ne peut pas penser. Bonjour et bienvenue dans Les Cousins font leur cinéma. Et aujourd'hui, nous allons parler de la saga La Planète des Singes, car dans une semaine sort le troisième opus de la nouvelle trilogie de La Planète des Singes, La Planète des Singes, la suprématie, ou en anglais War of the Planet of the Apes. Et donc on s'était dit que c'était l'occasion de revenir sur une saga très importante de la SF et d'essayer de vous expliquer pourquoi cette saga a constitué en fait une référence très importante, voire presque aussi importante que Star Wars, dans l'univers de la science-fiction. On va aborder quasiment toute la première saga. C'est-à-dire qu'en fait, on va parler du film de 68, le premier avec Charlton Heston, et les suites. Aborder juste un tout petit peu le remake de Burton, et faire un petit parallèle avec justement la nouvelle saga qui a été initiée en 2011, avec cette espèce de remake, reboot dont on parlera un petit peu, mais c'est pas là-dessus que ça va se centrer, ça va être surtout centré sur la première saga. Ce qu'il faut savoir sur La Planète des Singes, c'est que à la base, c'est un roman de Pierre Boulle, qui est français, qui avait déjà au préalable collaboré avec Hollywood avec un autre roman, Le Pont de la Rivière Kwai, qui avait été adapté par le grand réalisateur David Lean, celui qui a fait Laurence d'Arabie. Donc Pierre Boulle était déjà un petit peu sous les radars d'Hollywood. Et Arthur P. Jacobs, producteur de l'époque, avait remarqué, a d'ailleurs, je crois, acheté tout de suite les droits du livre au moment de sa parution. Pierre Boulle, apparemment, au début, n'était pas très chaud pour adapter ce livre au cinéma, mais ça, on ne sait pas trop pourquoi. Parce que peut-être qu'à l'époque, il pensait qu'on ne pouvait pas adapter son bouquin littéralement, du fait que, vous avez tous La Planète des Singes, le premier en tête, hein, vous savez que ça se passe dans des décors complètement dépouillés, où il n'y a rien, etc. Mais il faut savoir que c'est complètement à l'inverse du roman de Pierre Boulle, où dans le roman de Pierre Boulle, en fait, c'était hyper technologique, on se retrouvait dans un monde de singes qui pilotaient des hélicoptères, des machins, des voitures, bref. Et dans un monde très proche du voilà. nôtre. Et je pense qu'en termes de budget, et à l'époque, etc., c'est pas non plus des budgets colossaux, on pouvait pas l'adapter. Peut-être que ça expliquerait une partie du refus de Pierre Boulle. Ce qui s'est passé, c'est que Arthur P. Jacobs a essuyé plusieurs refus de la part de beaucoup de studios à Hollywood, parce que il ne croyait pas tellement au potentiel commercial du film. Ce qu'on lui répétait souvent à ce producteur, c'est qu'il lui fallait à tout prix une star pour que son projet puisse avancer, se concrétiser. Donc, il a réussi à convaincre Charlton Heston, qui a accepté assez rapidement et y a vu tout de suite un potentiel fort thématiquement, etc. Et il a aussi réussi à dégoter le réalisateur Franklin J. Schaffner. Donc Franklin J. Schaffner, c'est le réal de Papillon, Patton et Les Garçons qui venaient du Brésil. Voilà. Si vous n'avez pas vu ces trois films, vous êtes des tarés. Regardez-moi ces trois films qui sont juste excellents. Après, il fallait bien réunir un scénariste pour adapter le film. Ils ont fait déjà appel à Rod Serling. Alors Rod Serling, qui c'est le génialissime créateur de la série culte des années 50 aux États-Unis qui s'appelle The Twilight Zone, la quatrième dimension. Stop! The Twilight Zone, la quatrième dimension. Donc ça c'est l'intégrale que vous allez me regarder en vitesse rapide. Il y a je sais pas combien d'épisodes, enfin il y en a plein, il y a 5 saisons, c'est énorme. Et Night Gallery, une autre série anthologique qui a été créée par Rod Serling dans les années 70, qui était basée pareil sur le même concept que la quatrième dimension, mais sauf que c'était en couleur, c'était d'autres histoires et tout ça, un peu plus longue que la quatrième dimension. Ah oui, et donc c'est surtout important de dire que les 2 épisodes pilotes sont réalisés par Steven Spielberg, et on voyait déjà à l'époque tout le talent de ce réal, alors qu'il avait 24 balais. Voilà. Rod Serling, qui a été appelé pour ce film, donc La Planète des Singes, à juste titre, puisque il a modifié, alors il a respecté la structure narrative du roman, peut-être trop d'ailleurs, parce que il a réitéré en fait tout l'aspect technologique et tout ça, qu'ils ont fini par enlever quand ils ont embauché un autre scénariste à la réécriture. Mais par contre, l'idée de génie d'avoir embauché Rod Serling, c'est que la fin du film est totalement différente donc de celle du livre. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un twist à la quatrième dimension, quoi. C'est-à-dire que... Alors, on va parler du twist, parce que tout le monde connaît. Quoique, attends, est-ce que... Non, vaudrait mieux pas.
Vaudrait mieux pas. C'est quoi? Gardons la surprise pour ceux qui n'ont pas Pour encore ceux qui vu l'ont la pas vu. planète Bon, des alors on singes. va pas parler de Ça, on ça. ne va pas gâcher parce que c'est peut-être l'un des twists les plus fous. marquants et les plus glaçants de toute l'histoire du cinéma. Voilà, et puis surtout, un des plus surprenants, enfin, je veux dire, on s'y attend pas, Voilà. comme quand on regardait des épisodes de la 4ème dimension. Exactement. Donc c'est là où est l'idée de génie d'Arthur P. Jacobs, c'est d'embaucher Rod Serling, qui va lui, évidemment, développer ce twist. Et transcender, transcender le livre de complètement Pierre le bouquin. Boulle. Et il faut quand même dire que l'autre scénariste qui a été embauché un peu à la réécriture et qui, lui, par rapport au budget, qui s'est fié par rapport au budget que lui a donné Arthur P. Jacobs, il a dit non mais attends, il faut absolument enlever tout ce qui est technologie et tout ça parce qu'on n'a pas assez de budget quoi. Donc on réécrit et lui il y a donc enlevé tout cet aspect-là et il y a apporté une dimension politique, sociale. Donc les voilà avec une star, un scénario béton, un réalisateur. Il rencontre enfin Richard Zanuck, donc le directeur de la 20th Century Fox à l'époque, qui leur donne le feu vert pour lancer la mise en chantier du tournage du film. Une petite anecdote sur le film qui est assez marrante, c'est que pendant le tournage, bon bah les acteurs avaient leur maquillage de singe et tout ça, enfin de tête de singe, et il faut savoir que donc ils devaient manger en fait en se regardant dans une glace pour pas en foutre partout, enfin il y avait tout un truc. Et ce qui est très bizarre, c'est qu'il y a des communautés, c'est-à-dire que en fait dans la planète des singes, vous avez les chimpanzés, les orang-outans, etc., malgré le fait qu'ils parlent et tout ça, et que c'est une société totalement avancée et civilisée. Mais ce qui est très drôle, c'est que, en fait, ils se retrouvaient tous, par exemple, à la cantine, quand ils faisaient les pauses déj pendant le tournage, ils se retrouvaient tous, alors à rester entre clans, entre races, quoi. entre races de singes. Les chimpanzés, les acteurs chimpanzés avec les acteurs chimpanzés, les acteurs orang-outans avec les acteurs orang-outans. Quand on voit certaines images de tournage, c'est totalement surréaliste, quoi. Ce qui participe, je trouve, à la crédibilité du film, personnellement, c'est la musique de Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith qui, 10 ans après, fera la musique d'un autre grand film de science-fiction, Alien. Et c'est aussi le compositeur attitré de pratiquement tous les films de Joe Dante, de Gremlins, en passant par Explorers, L'Aventure Intérieure, et surtout Panic sur Florida Beach. Si vous ne l'avez pas vu, vous êtes intéressé. Regardez-moi ce film, c'est extraordinaire. Ce que j'ai trouvé vraiment très fort dans la musique de Jerry Goldsmith, c'est qu'il arrive à nous faire croire, par la musique, qu'on est vraiment sur une planète exotique et très lointaine dans la galaxie, par, tu sais, des sonorités très étranges, très tribales, qui donnent vraiment une caractéristique très exotique et très surprenante. À base de cornes. Le film a été tourné dans les déserts en Utah, en Arizona, donc quand on voit les images, on reconnaît un petit peu les environnements. Et d'ailleurs, si tu coupes le son, si tu coupes le son de ce film, tu n'arrives pas à croire qu'on est sur une planète très lointaine, tu vois. Ouais. Alors que rien qu'avec la musique, je trouve que ça fonctionne énormément. Et ce que j'avais adoré aussi dans le film, c'est que le film installe vraiment son ambiance pendant pratiquement un quart d'heure, 20 minutes, où on suit les trois personnages qui viennent d'atterrir sur cette planète. On est dans un environnement très mystérieux, et je trouve ça bien qu'ils aient pris le temps de poser vraiment l'ambiance et l'atmosphère pour qu'on soit encore plus immergé dans le film. C'est super important. Ça, ce genre de scène d'exposition, pendant facile 35 minutes, quoi, ça peut plus exister maintenant. Ouais. Maintenant, ça va très très vite. Mais à l'époque, on t'installait une ambiance, c'était incroyable, quoi. C'est tout le contraire de ce qu'a fait Tim Burton, quoi. C'est-à-dire qu'on y reviendra un peu plus tard. Alors, un truc très intéressant dans l'utilisation de la fameuse star, donc Charlton Heston, c'est que, en fait, il a été utilisé dans La Planète des Singes totalement à contre-emploi. Je m'explique. Ben-Hur, 10 commandements, c'est un homme fort. Alors même si au début il est esclave et tout ça machin, mais je veux dire, il a quand même la représentation de l'homme super viril qui va délivrer un peuple et tout ça. Dans La Planète des Singes, c'est un peu l'inverse, quoi. C'est-à-dire qu'il est utilisé vraiment de façon... C'est la souffrance. L'homme qui se fait fouetter, qui se fait battre pendant quasiment tout le film, quoi. Et il y a qu'à la fin où il prend un peu le dessus et ça y est, ça commence. Mais c'est super intéressant d'avoir utilisé finalement Charlton Heston, à l'époque une méga star, et c'est surtout bien de sa part à lui d'avoir accepté finalement, pas d'écorner son image, mais disons d'être plus un espèce d'anti-héros qui souffre, plutôt que d'être le héros classique des films d'époque, etc. Et ça c'est super intéressant. Avec le personnage de Charlton Heston, on retrouve un personnage féminin qui s'appelle Nova, et la petite anecdote c'est que donc Nova qui est jouée par Linda Harrison, une
charmante jeune fille, presque amazonienne, on pourrait penser, était en fait tout simplement la petite amie du directeur du studio de la Fox. Donc, j'ai envie de dire que ça aide un peu à avoir un rôle, quoi. On a parlé de la musique de Jerry Goldsmith qui a été nominée à l'Oscar, mais qui ne l'a pas gagné. Dommage. Mais le film avait été aussi nominé dans les meilleurs costumes et meilleurs maquillages. Par contre, il a quand même gagné l'Oscar du meilleur maquillage. Bon, c'était quand même la moindre des choses, vu que toute la force du film reposait énormément sur les maquillages des singes, quoi. Donc le film, évidemment, a été super bien reçu, c'est-à-dire que en termes de bénéfices, il a carrément triplé le budget. Enfin bon, voire même plus, hein, même parce plus. Que je crois que le film a coûté 6 millions de dollars et il en a rapporté 26. Il y a un parallèle à faire avec Star Wars, c'est que juste après le succès de la planète des singes, il y a eu le merchandising. On a tous l'impression que l'exploitation au niveau du merchandising a été fait à partir de Star Wars, mais en vérité ça a été initié 10 ans avant avec la planète des singes. Et on voit tout le merchandising qui s'est développé autour de ça pour capitaliser sur le succès de ce film-là. C'est super impressionnant. Avec des mugs, des jouets, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, des figurines. Ça a existé en 68-69, juste après le succès de la planète des singes. D'ailleurs, ça me fait penser, le film est sorti en 1968. C'était quand même une sacrée année pour la science-fiction, puisque c'était la même année où est sorti le chef-d'œuvre ultime de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est vrai. Voilà. Donc les mecs, ils étaient gâtés quand même. Hein. Donc, vu le succès mondial du premier Planète des singes, le producteur a tout de suite vu une opportunité pour immédiatement faire une suite. D'ailleurs, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en 1968, ça n'existait pas tellement de faire des suites de films même à succès. D'ailleurs, même Le Parrain, tout ça, c'est sorti après. Donc, en 68, il n'y avait pas tellement de suites de films quand des films marchaient, quoi. Bah, disons qu'ils ont pris l'aspect, on va dire, série télé. Et ils se sont dit, tiens, on va peut-être le développer au cinéma. Mais c'est vrai qu'en tant que suite, ça n'existait pas, ça ne se faisait pas. Non, ça ne se faisait pas. Donc encore une fois, le parallèle avec Star Wars, il est là. C'est-à-dire que... Et 10 ans avant. Et 10 ans avant, à la Fox... à la Fox encore, ils ont eu l'idée de faire une suite et de capitaliser sur le succès du premier. Et donc c'est pour ça que ça a donné lieu à... Le secret de la planète des singes, réalisé par Ted Post, donc le réalisateur, je crois, de Magnum Force, donc un des inspecteurs Harry, donc qui a été embauché sur cette suite. Alors, il faut savoir que cette suite, c'était un peu compliqué parce que ils avaient beaucoup moins de budget. Il y a beaucoup de films de la Fox, du studio, qui se cassaient la gueule à l'époque. Donc, ils pouvaient pas recapitaliser, si tu veux, même si c'est vrai que la planète des singes, ça a été un succès, mais ils voulaient pas ils voulaient pas risquer, voilà, parce qu'ils s'étaient tapé plein de plantades. Donc ils se sont dit, on va réduire le budget. Oui. Charlton Heston a refusé de reprendre le rôle de Taylor. Voilà. Alors, en fait, ils ont réussi à faire un deal avec lui, c'est-à-dire qu'ils lui ont dit, bon, tu veux pas reprendre le rôle, mais on a quand même besoin de toi pour le film, pour que, je sais pas, peut-être juste qu'on mette ton nom sur l'affiche et que ça puisse être vendeur. Mais donc, en gros, ils ont réussi à faire un deal avec Charlton Heston en lui proposant d'apparaître uniquement au début du film et à la toute fin. Et le mec dit, mais à condition que vous tuiez le personnage. Voilà, parce que sinon... moi je le fais pas. Donc et surtout parce qu'il ne voulait pas que son personnage puisse survivre et qu'on puisse faire des suites après. Donc déjà ça démarrait un peu de façon très bancale. Voilà, donc il faut savoir que Le Secret de la planète des singes, on est en pleine guerre du Vietnam. Hein, c'est vrai, je crois que le film date de 69-70. Ouais. Donc on est en pleine guerre du Vietnam. On voit carrément des singes avec des pancartes, No War, ou je sais pas quoi. Plein de trucs. On est en pleine allégorie. C'est un film anti-guerre du Vietnam, mais alors clairement affiché, quoi. Peut-être même trop, un peu de façon, on va dire... pas très subtil, ouais. Pas très subtil, quand même, parce que quand on voit les singes assis avec leurs pancartes, bon, ça fait un peu... voilà, quoi. Il manque plus que la weed et... non, mais c'est vrai, les extras, et ça y est, c'est parti. Non, mais c'est vrai, il y a un côté comme ça dans le film qui est un peu improbable, quoi. Et ça fait sortir un peu du contexte installé dans le premier. Mais heureusement, ça se rattrape par plein d'autres choses qui sont quand même bien, les décors, le maquillage des singes. Mais il faut savoir qu'il y avait tellement moins de budget que même certains singes dans le background de certains plans, tu sais, c'est même plus des maquillages, c'est carrément une cagoule de singe, quoi. On peut dire un peu le manque de budget terrible par rapport au film. Et donc on en arrive à la fin du Secret de la planète des singes. Alors, là, on est dans une fin survénère. Voilà. C'est-à-dire que c'est peut-être même la fin la plus noire de toute l'histoire du cinéma. Ah bah oui.
Tu peux pas faire on peut pas faire plus noir. radical comme fin, On quoi. peut pas faire radical et bon alors il faut le dire parce qu'on va devoir aborder le 3 donc Ouais. et en fait la fin qu'est-ce qui se passe c'est qu'ils font absolument tout péter mais pas juste péter un élément de décor par là par-ci par truc. Non, la planète. Ils font péter la planète. Charlton Heston appuie sur le truc, ça fait tout Et ça péter fait tout péter. et à la fin on entend une voix qui dit en gros oui voilà Une nouvelle étoile est née dans la galaxie. Voilà, Juste pour bien être sûr que cette planète c'est- a explosé. c'est fini, c'est terminé et ça s'est fini sur un écran noir. Je me souviens à l'époque où je l'ai vu. Ouais. Je me fais comment ça ah bon Et ça, pour le coup, tu t'y attendais pas. Bah, alors mais vraiment pas. Alors ça par contre c'est vraiment la surprise du film. C'est-à-dire qu'en fait c'est là où est la surprise du film. On peut pas s'attendre à une fin comme ça. On n'a jamais vu ça dans toute l'histoire du cinéma. Je veux dire, même dans les films d'Hitchcock les plus glauques, énervés, tout ce que tu veux, on voit pas ça. Non. Là c'est inédit. Suite à ça, comment était Bah. reçu ce film? Eh ben, les réactions étaient plutôt mitigées de la part de la presse. Oui, mais pas du public. Mais pas du public, puisque le film a été encore un succès au box-office. Et comme il y a eu un succès au box-office, eh bien, on part sur une autre suite, et ça nous amène à Les Évadés, Les évadés de la planète des singes. Déjà, alors toi tu te dis bon allez ça y est. Bah oui, c'est terminé. C'est fini. Eh ben non. Idée de Parce génie. que idée de génie d'Arthur P. Jacobs, je ne sais qui, peut-être oui c'est de lui, je crois, parce que il s'est dit, attends, il faut faire un troisième film. Donc, ce qu'on va faire dans Les Évadés de la planète des singes, c'est qu'on va mettre donc les deux singes qu'on voit, Zira et Cornelius, qu'on voit dans le premier et dans le deuxième. En vérité, avant que la planète explose, ils se sont barrés. Avec le vaisseau de Taylor. Et donc il retourne dans le passé. Il retourne dans le passé à notre époque, dans les années 70. Voilà. Et donc ce qui explique qu'on peut faire un troisième film sans parler de ce qui se passe dans le futur, mais plutôt dans le passé. Alors, ce qu'il y a de bien dans Les Évadés de la planète des singes, c'est que il y a un effet miroir par rapport au premier. C'est-à-dire que finalement, là, on n'est plus du point de vue d'être humain, mais on est du point de vue des singes. Et comment les singes vont se faire adopter par les êtres humains, tout simplement. Exact. Et comment ils vont être traités, etc. Et donc, on est dans un film quand même un peu plus léger. Il y a quand même pas mal d'humour. Il y a des scènes, où t'as Zira qui fait sa Pretty Woman et qui essaye des fringues dans des boutiques. Ou l'autre il se retrouve en peignoir de bain, Voilà. hyper flashy. Tu Voilà. te dis bon ok. C'est ça. Donc ça peut un peu décontenancer, mais en fait, malgré des fois quelques aspects un petit peu ridicules des films, ce qu'il y a d'excellent dans cette saga, c'est que il y a toujours, si tu veux, des allégories intéressantes sur la nature humaine, sur notre civilisation. En fait, on se sert, comme d'habitude, c'est pas une nouveauté, mais on se sert de la science-fiction pour mieux parler de nous et de notre civilisation et de comment et surtout la nature humaine fonctionne. Et surtout dans Les Évadés de la planète des singes. Et surtout dans le 3, je trouve qu'il y a même une dimension politique, macartisme, tu vois, ça parle de ça. Avec ces scènes de procès qu'il y a avec Zira et Cornelius, tu vois, qui sont accusés et tout, on veut savoir pourquoi et tout ça. Donc ça reflète un petit peu aussi cette époque du macartisme. Qu'ils ont vécu du macartisme. Malgré la musique un peu disco, années 70 et les peignoirs de bain, machin. Oui, parce que là c'est fini, il n'y a plus de Jerry Goldsmith. Il n'y a plus de Jerry Goldsmith, c'est terminé. Mais malgré tout ça, c'est vrai que ça nous passionne parce que il y a toujours ce fameux maquillage comme ça qui nous fait rester un peu ébahis devant ces singes qui parlent. Et surtout, c'est toute cette dimension-là qui est hyper importante et qui reste, mine de rien. C'est pas juste un foutage de gueule où on fait n'importe quoi sous prétexte de faire une suite. Et c'est ça qui est vachement bien. Il y a toujours un discours intéressant. Il y a toujours un truc bien. Et d'ailleurs, il y a toujours une fin hyper noire dans tous les planètes des singes. Donc là, la fin hyper noire, c'est effectivement donc les parents qui mettent au monde César, mais qui meurent, qui se font tuer par un policier et tout ça. Et donc, le film se termine sur eux qui meurent, alors qu'on s'est attaché à eux pendant 3 films, quoi. On peut pas imaginer voir mourir, et ben ils meurent. Leur progéniture surgit, et c'est le fameux César. Voilà. Et alors, qui constituera donc le rôle principal dans la nouvelle saga de la planète des singes. Alors, ce qu'il faut quand même redire par rapport à ce que tu disais, les fins qui se terminent. Tous les films de la planète des singes, je crois, excepté le 5e, se terminent mal. Ça, c'est clair. Mais je crois qu'aussi, ça s'explique par le fait qu'on est dans cette période 70 où à Hollywood, on fait pas forcément des héros, des grands héros. Il n'y a pas tout ça, quoi. En fait, l'optimisme n'est pas au beau fixe. L'optimisme n'est pas au beau fixe. C'est-à-dire que ça commence même un peu avec la planète des singes. C'est-à-dire en 68, avant 70, où les mecs se disent, ouais, bon, on est dans cette période un peu troublée, guerre du Vietnam et tout ça. Ça va pas, la société, crise, etc. Donc on fait
on peut plus faire de héros, quoi. C'est terminé cette période. Et on va rentrer dans une ère, on rentre dans cette ère-là. On rentre dans l'ère Hollywood années 70 avec Dirty Harry, avec Le Parrain, tous les films de Coppola, Apocalypse Now, où tout est noir. French Connection, Taxi Driver, tout est noir. Ouais. Tout est noir. Il faudra attendre 77 avec Star Wars pour que d'un seul coup, l'optimisme, A New Hope, ça y est, c'est reparti. Alors Les Évadés, donc forcément, nouveau succès, parce que là on creuse si tu veux. Alors ce qui est intéressant dans Les Évadés de la planète des singes, c'est que finalement, nouveau succès parce que ça creuse un autre aspect de la saga devient plus familiale. Malgré la fin noire et tout ce que tu veux et machin, ça devient quand même plus familial parce que le ton est plus léger, etc. Donc succès au box-office. Donc succès au box-office, ils arrivent à creuser ce truc-là. Et c'est là où c'est fort. Mais quand même, Arthur P. Jacobs, et je crois qu'il est toujours là, il se dit... Allez, faut continuer. Allez, pourquoi pas faire un quatrième ? Mais surtout que c'est normal, puisque tu vois, ça s'arrête sur un singe à la fin. Et tu sens que ce singe va faire quelque chose. Là, il y avait vraiment une porte ouverte pour une suite, Qui s'appelle donc La Conquête de la planète des singes, réalisé par Jack Lee Thompson, le réalisateur de l'original des Nerfs à vif, avec Robert Mitchum et Gregory Peck, donc qui était quand même un sacré thriller pour l'époque. Voilà. Alors là, pour le coup, ils sont partis sur un film beaucoup plus politique. Ça se passe dans le futur, ça se passe dans les années 90. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Bon, pour eux, c'était le futur. Bon, pour eux, c'était le futur. Donc, pour eux, c'était le futur dans les années 90, et on est dans un état policier, on est dans un état totalement futuriste, dénué d'humanité, etc., et où les singes, finalement, sont les esclaves des hommes. Des esclaves total des hommes. Donc, c'est encore l'effet inversé par rapport au premier. Et ils ont tout axé sur l'aspect politique des choses, puisqu'en fait, le film va parler des droits civiques, de la ségrégation. Donc en fait, tous les problèmes qu'il y avait aux États-Unis à ce moment-là, le film La Conquête de la planète des singes va parler de ça. C'est-à-dire que César on va le voir grand, et lui mener une révolution, une révolte parmi les singes, et pour renverser le système social humain. Parce que les singes sont maltraités, les singes sont mal vus, les singes, etc., etc. Ils sont de plus en plus traqués partout. Alors, le film est très violent, du fait, justement, de ce contexte lourd, ce contexte dur. C'est pas un film facile, quoi, La Conquête de la planète des singes. C'est même d'ailleurs peut-être le préféré après l'original, parce que c'est celui qui, justement, aborde des thématiques vraiment les plus intéressantes et les mieux exploitées, je trouve. Exact. Et d'ailleurs, c'est même l'épisode qui va énormément inspirer les scénaristes du reboot de la nouvelle saga de la planète des singes en 2011 pour vraiment centrer leur intrigue sur le personnage de César et vraiment exploiter à fond ce personnage et de raconter tout son arc narratif. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir sur la conquête de la planète des singes, c'est que la première version du film était trop violente pour les studios. Et du coup, elle a été un petit peu édulcorée pour que le film soit plutôt... un peu plus grand public, quoi. Un peu plus grand public. Et c'est dommage parce qu'il y a des scènes d'une violence assez rare pour cette saga, mais on peut trouver la Director's Cut qui comprend toutes ces scènes coupées dans l'édition Blu-ray qui est sortie, où on a le choix entre la version cinéma et la version Director's Cut. Pour pouvoir rendre le film un petit peu moins violent et un petit peu moins noir que ce qui était prévu au départ, ils ont réenregistré la voix de César pour transformer un petit peu le discours qu'il avait à la fin du film. Et donc pour ça, au lieu de carrément retourner des plans de lui, ils ont tout simplement repris un plan qui était assez serré et ils ont zoomé pour qu'on ne puisse pas voir ses lèvres bouger, qu'on ne voit juste ses yeux, et en fait y mettre son discours et donner l'illusion qu'il parle et qu'il dit ce qu'on entend, quoi. Alors qu'en vérité c'est pas vrai. Bon, et donc en gros, en fait, pourquoi ça a été fait ? Parce que tout simplement à la fin du film, donc de l'original, du cut original, qui a été finalement censuré, César prend la parole, il a mené sa révolution et il dit en gros, voilà, nous on mène je suis le lead, on mène la révolte, tous les humains, on va tous les défoncer, les massacrer, et c'est comme ça parce que nous prenons le pouvoir, power to the people, etc. Encore une réflexion par rapport aux années 70 aux États-Unis, anti-guerre du Vietnam et tout ça. Et aussi qui parle de la ségrégation raciale. Et en fait, les producteurs ont jugé ça, si tu veux, trop violent, quoi. Trop, voilà, il y en a même qui se sont barrés de la salle, etc. Trop absolutistes. Donc ils se sont dit, allez hop, on retourne, et donc ils ont suivi ce que t'as dit, c'est-à-dire, voilà, réenregistrer en faisant une espèce de message. Ok, on prend le lead, mais en même temps,
Il y a, en même temps, il est possible de vivre en harmonie. Donc finalement, ils sont passés de Malcolm X à Martin Luther King. Voilà, mais c'est ça, c'est exactement ça. Mais je pense que la version qui est sortie en salle travestit un peu le discours. Et je pense que la version unrated, quoi, elle est beaucoup mieux dans le sens où là, c'est vraiment sans concession, quoi. Le film a été super bien reçu encore. Voilà. Il est devenu, avec le temps même, assez culte, et c'est peut-être même un des préférés des fans de la saga. C'est peut-être le préféré après le premier. En tout cas, c'est mon préféré. Ouais, mais il y en a plein. Hein. Il est vraiment devenu culte. Il est super apprécié. Ça a été un succès au box-office. Ça a été un succès. Donc, qui dit succès au box-office dit encore une suite. C'est parti pour un 5e et pour la bataille de la planète des singes. Toujours réalisé par Jack Lee Thompson. Donc sorti en 73, qui est clairement le moins bon de la saga. Parce qu'il y a une volonté en fait de la part des producteurs de revenir au film familial qu'ils avaient complètement abandonné avec la conquête. Là, on revient au film familial avec les singes sympas, gentils, machin, même s'il va y avoir une guerre entre les humains et les singes et tout ça. Non, mais est-ce que tu penses pas qu'avec ce 5e film, vu que c'était vraiment le dernier de la saga, ils ont voulu à tout prix ramasser le plus d'argent possible avant que ce soit terminé, et du coup, pour ça, faire un film beaucoup plus grand public, je pense. famille, je etc. pense aussi, ouais, effectivement. Et c'est pour ça peut-être avec un discours beaucoup plus édulcoré, moins sombre. Tu vas pas me faire croire que ce film, ça a été le plus gros succès de la saga, je peux pas y croire. Non, mais je veux dire, leur intention de départ, c'était peut-être ça, pour pouvoir engranger le maximum d'argent avant de mettre fin à leur saga. Je pense, de toute façon, c'est souvent comme ça. Hein. Je pense aussi. En tout cas, la bataille de la planète des singes, c'est le moins bon. Donc en fait, on se dit que là, bon, ça y est, la planète des singes, merci, au revoir, on met la clé sous la porte, ça y est, terminé. Et ben en fait non, parce que la planète des singes revient en série télé. Donc commandé par CBS et la Fox, donc série qui est sortie quand même en DVD, mais alors qui a été un flop absolu aux États-Unis. C'est pour ça qu'au bout de 13 épisodes, la série a été tout simplement annulée. Et c'est normal parce que quand on voit, le manque de budget, les acteurs avec les coupes d'Enrico Macias, je sais pas, c'est terrible, c'est vraiment, les jeux d'acteurs improbables, c'est pas possible. Genre quoi, c'était quoi le jeu d'acteurs? Je sais pas, genre waouh, on est à bord d'un vaisseau spatial. On dirait que c'est Mel Brooks qui a fait une parodie de la planète des singes. Alors le premier épisode, seul que j'ai vu, parce qu'après j'ai pas vu le reste, ça reprenait un peu la trame du premier film. Oui, c'était la même chose, c'était les mecs qui débarquaient, qui se faisaient capturer par version de Leader Price, quoi. Voilà. Et puis bon, après, ils ont fait, bon allez, laisse tomber, ça marche pas. Voilà. Allez hop, on passe à autre chose. Oui, ça, donc c'est pour ça, on va dire que c'était au milieu des années 70. Ouais. Et après, plus rien pendant plus de 20 ans, voilà, terminé, plus de Planète des Singes, plus rien du tout, jusqu'à 2001, où Tim Burton a repris la saga et en a refait un reboot totalement foiré pour ma part. Catastrophique. Qui est peut-être même la pire adaptation de La Planète des Singes, même pire que le 5e épisode, même pire que la série. Alors qu'on aurait pu se dire que finalement ça aurait été bien parce qu'il respectait un peu le roman, non ? Oui, c'est finalement, c'était un petit peu plus proche du roman, surtout pour la fin du film. Alors surtout la fin. La fin du film reprenait vraiment exactement la fin du roman. Mais malgré ça, c'était catastrophe. Tout ça aussi pour... Bon, déjà, dans le film, il y a Mark Wahlberg qui est donc en rôle principal. Mais bon, c'est le Mark Wahlberg du début des années 2000, donc c'est pas le même qu'aujourd'hui. Et à l'époque, je suis désolé, mais il avait le charisme d'une huître. C'est pas Charlton Heston, je suis désolé. Il traverse le film comme ça. On dirait un pantin qui se fait balader pendant tout le film. Il y a aucune émotion, il y a rien, il y a pas de suspense. Et puis alors, la production design catastrophique, les singes qui font du basket, qui se font des shoots de bang pour fumer, l'autre sur un lit. Enfin bon, n'importe quoi, mais Burton, il a fait n'importe quoi. C'est genre, à partir de là que Burton, pour moi, il a commencé à chuter. Hein, exactement, en plus, c'est vrai ça. C'est pourtant à ce moment-là qu'il est devenu super populaire. Et j'adore Tim Burton, c'est génial. Ouais. Alors que, putain, allez regarder plutôt ses premiers films, parce qu'alors après, par la suite... Mais c'est vrai, t'as raison, c'est à partir de ça, justement, qu'il est devenu un peu mauvais, quoi. Sauf exception faite peut-être de Big Fish, mais sinon, voilà, quoi. Enfin bon. Donc, là, on est en 2001, et donc plus rien jusqu'en 2011 où la saga a été relancée donc par la Fox encore une fois et par une nouvelle équipe de scénaristes qui ont eu pour moi je trouve l'intelligence de reprendre une thématique exploitée donc dans l'épisode 4
la conquête de la planète des singes, en fait en exploitant la thématique de César, en fait le personnage de César, et de lui donner tout un arc narratif hyper intéressant. Et en donnant une origine finalement à la planète des singes, c'est-à-dire presque au premier film de 68, c'est-à-dire que se dire que là on part carrément que quand il y avait une civilisation sur la Terre, quoi. Comment tout ça a démarré. Comment tout ça a démarré. Et c'est là où c'était super intéressant. Je me souviens le kiff absolu quand j'ai vu le premier trailer où tu vois le singe, donc avec conçu par toute l'équipe de Weta. Alors Weta, c'est ceux qui sont responsables du Seigneur des Anneaux et d'Avatar. Enfin, en termes d'effets spéciaux. Hein. Voilà. Et quand on voyait le singe animé, c'est incroyable. On se dit, oh là là, c'est quoi ça a été vraiment une révolution technologique dans la motion capture. Ah ouais. Évidemment, c'est bluffant, quoi. Avec Andy Serkis, l'ambassadeur absolu de la motion capture, initié donc avec le Seigneur des Anneaux par le personnage de Gollum. Voilà. Donc là, on monte un cran au-dessus dans la motion capture et je dirais même que dans Dawn of the Planet of the Apes, donc la suite de Rise, on a atteint encore un cran au-dessus en termes de photoréalisme. C'est bluffant. C'est-à-dire que là, on peut même plus dire que c'est bien fait. Là, on voit carrément des singes, qu'on peut limite toucher. C'est incroyable. En tout cas, pour moi, les deux volets, les deux volets, c'est réussi, mais alors totalement. C'est génial. C'est pour ça que là, on attend franchement le troisième avec une grande impatience. Et si ce troisième est réussi, eh bien, ils auront fait une trilogie, l'une des meilleures trilogies qu'on ait vues au cinéma depuis très longtemps. Et j'espère qu'il va être réussi. Le troisième, en tout cas, il est réalisé par Matt Reeves, donc le même réalisateur que le volet précédent. Et c'est aussi le réalisateur d'un très bon film qui s'appelle Let Me In, laisse-moi entrer. Ah ouais, excellent. C'est aussi le réal de Cloverfield, enfin ça on en parlera pour le troisième épisode. Et donc voilà, cette saga. Alors, la différence qu'il y a entre cette nouvelle saga de la planète des singes et celle des années 60-70, c'est que là, finalement, on est peut-être moins dans des allégories, tu vois, sociétales. Un peu moins. Un peu moins. En tout cas, surtout le premier, on est plus dans un film d'aventure, film de science-fiction, d'aventure, tu vois, drama. Et le deuxième volet, on est peut-être plus dans une dimension politique. À la limite, on retrouve un petit peu l'aspect politique entre deux factions, les humains, les singes qui s'opposent, comment ils vont faire pour partager leur territoire, vont-ils réussir à s'entendre, etc. On peut aussi y voir des allégories par rapport au monde dans lequel on vit et les guerres qui se passent autour de nous. Bon, c'est ça qui est bien aussi dans ces films-là, c'est qu'ils ont toujours été un petit peu le reflet de notre histoire, quoi, de notre histoire contemporaine et de nos civilisations, etc. Et c'est le cas aussi dans ces nouveaux Planètes des Singes. On espère que vous aurez appris des choses assez intéressantes sur cette saga mythique du 7e art. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez qu'on fasse encore plus de vidéos et que la chaîne perdure. On a un compte Twitter, on a un compte Facebook, et vos infos en cinéma. Voilà. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Et vous pouvez même venir ici, là où l'émission est tournée, ça s'appelle le magasin La Première Séance, 18 rue Eugène Jumin, 75 019, pareil, vous venez, on sera là, on peut discuter cinoche, et tout en bavardant DVD, Blu-ray et compagnie, n'hésitez pas à venir en masse. Et au revoir ! Je vous hais ! Soyez maudits jusqu'à la fin des siècles!